On va évoquer ce rapport du Conseil d'analyse économique, mais j'attends un de mes invités qui n'est pas encore sur ce plateau, car il y a un peu de circulation à Paris ce matin. Nous sommes avec Alain Madelin, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur du fonds Latour Capital, et Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr et créateur du blog je suis libéral.fr. Je laisse de côté pour l'instant tout ce volet conseil d'analyse économique, Alain Madelin. J'attends Benjamin Coria qui va nous rejoindre, si tout va bien, d'ici, 2-3 minutes. Le plan de relance européen, en juillet, c'était gagné. Tout le monde était d'accord, 750 milliards. Et puis là, on se rend compte que ça coince avec la Hongrie et la Pologne sur la question du respect de l'état de droit. Ça coince avec les pays frugaux qui disent OK pour le plan de relance, mais ça veut dire qu'il faut nous revoir à la baisse le budget pluriannuel 2021-2027. Et puis ça coince aussi avec ceux qui souhaiteraient, notamment au Parlement européen, qu'on mette des ressources nouvelles face à de la dette européenne nouvelle, ce qui signifierait des impôts européens, des impôts communs, comme une sorte de taxe carbone ou une taxe sur les activités numériques. Comment vous regardez cette histoire à 750 milliards qui est en train finalement de bloquer? Non, c'était prévisible. Nous sommes dans une situation particulière par rapport à bien d'autres pays qui ont la Fed ou qui ont la Banque d'Angleterre. La BCE, c'est beaucoup plus compliqué parce que elle est prête à faire des tas d'efforts. Malheureusement, elle n'a pas un interlocuteur unique et un trésor unique avec lequel elle pourrait s'entendre pour, on en a déjà parlé, confiner toutes les dettes de la dette Covid et les rembourser à la Saint-Glinglin. C'est un peu plus compliqué parce que il y a les pays cigales et les pays fourmis. Les pays fourmis n'ont pas tellement envie de payer pour les autres. C'est compliqué parce que, comme vous l'avez souligné, il y a des tas de gens qui voudraient en profiter pour faire de beaux et de vrais impôts européens. Et d'ailleurs, je signale qu'on l'a fait. Dans les propositions de la Commission, il y a une part de remboursement de la dette qui sera fait par des impôts européens. Alors on dit sur les GAFA, on dit sur la taxe carbone aux frontières, mais on est déjà engagé dans cette voie. Mais le Parlement européen, qui adorerait voter des impôts européens, en demande toujours plus. Donc on arrive à une situation qui est un peu de blocage, avec en plus les pays qui, on a voulu les conditionner à l'état de droit. C'était sans doute pas très 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 malin de mélanger les deux problèmes. Donc on arrive à un blocage qui est embêtant. Alors bien évidemment quand même, on est dans la marmite européenne et on sait à l'arrivée faire des compromis, mais on n'est pas gagné, Alain. Les compromis, c'est pas gagné parce que vous avez majorité qualifiée pour le plan de relance, mais il faut de l'unanimité sur les ressources nouvelles, il faut de l'unanimité sur le budget. Et en fait, on se rend compte que ce plan de relance qu'on nous a vendu comme acquis au mois de juillet, il est très très hypothétique. Oui, mais il fallait déjà l'unanimité au mois de juillet et des pays, les pays fourmis ont réussi à céder sur ce qu'ils disaient quelque chose d'essentiel. Ils ont cédé une fois, qui a cédé une fois pourrait céder deux fois. Oui, d'accord. Cela étant, quand même, nous, on attend un peu plus d'une quarantaine de milliards de ce plan de relance. Je vous rappelle que quand même, logiquement, on ne sait pas très bien comment ils vont se mettre d'accord sur la clé de répartition, mais c'est 40 milliards qui nous coûtent, je crois, quelques 60 milliards de dettes sur la clé actuelle. Donc il faut absolument que ces dettes, ou une partie de ces dettes, soient localisables dans le bilan de la Banque centrale, sinon on aura fait un marché de dupes. Stéphane Van Nuffel, on a l'impression depuis 48 heures, alors il y a un Conseil européen qui va se tenir jeudi et vendredi prochain, on a l'impression que ce plan européen n'est plus du tout certain. C'est pas du tout évident qu'on les ait, ces milliards. Alors on voit très bien les pays qui seront perdants et ceux qui seront très heureux que ça n'arrive pas. Mais voilà, on était là en train de se dire, tiens, Covid a permis une avancée européenne. Après, on peut débattre, fallait-il ou pas mettre un pied dans l'engrenage de la dette commune, ce qu'on est en train de faire, même si c'est pas vraiment de l'eurobond, puisque comme l'a rappelé Alain, chaque pays restera responsable de la partie de dette correspondant à sa quote-part dans le capital de la BCE. Mais ça crée quand même une incertitude.
au moment où les Américains, bon, effectivement, ils ont un peu fait pause sur l'idée de faire une relance à 1500 milliards de dollars supplémentaires, mais Nicolas, moi, pas marché au même rythme. Hein. Je vais prendre la casquette de l'optimiste parce que je ne partage pas votre avis. Évidemment, je sais que c'est compliqué parce que dès qu'on parle d'Europe et en particulier d'argent en Europe, il faut mettre d'accord deux mondes. Oui. Et Alain l'a très bien rappelé. Je mets toute la partie politique sur la situation de la Hongrie, de la Pologne, parce que ça, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique. En revanche, moi, j'y vois quelque chose d'assez positif, parce qu'en fait, c'est peut-être la première fois qu'on va devoir vraiment se poser la question de la budgétisation. Et dans le milieu de la finance que je pratique... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, vous me dites, en juillet, on était sûr qu'on allait avoir un ruissellement énorme. Non, c'est vendu comme acquis. En juillet, on avait le plan, il était là. Non, il n'était pas acquis. Mais oui, mais... Bon. Nicolas, oui. En juillet, ce qui était acquis, et vous discutez avec tous les gens, tous les gérants obligataires que je vois très régulièrement, la vraie nouvelle, c'est que l'Allemagne, c'est-à-dire finalement la Banque Centrale Européenne, on peut le résumer les décideurs de la Banque Centrale Européenne étaient prêts à lâcher finalement quelque chose qu'ils n'avaient jamais lâché. Alors heureusement, il restait les Pays-Bas qui ont pris le rôle un peu à ce moment-là de la doxa orthodoxe allemande à la place des Allemands, mais c'était ça la vraie nouvelle. À aucun moment donné, c'était sûr. On sait que c'est très compliqué. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que peut-être cette deuxième phase de discussion, qui me paraît très logique, je te donne qu'est-ce que tu vas en faire, combien ça va rapporter, pourquoi, c'est peut-être la première vague vraiment vers un vrai sujet de budgétisation à l'européenne, que ce soit au travers d'impôts centralisés qui sont actuellement déjà dans les tuyaux, ou demain peut-être une décision réelle de mettre, en tout cas dans des cas comme ça, moi ce que je trouve triste, Nicolas, en vrai, c'est que c'est au moment d'une crise que les pays européens tirent la quintessence réelle de l'efficacité de cette Europe. Toujours. Ouais, mais ça serait plutôt dans la recherche, dans le développement durable, on devrait le faire. Dans l'éducation, dans le vide, et c'est là. Fiscalité. Mais bon, ça c'est un rêve de jeunes entrepreneurs. Voilà. Moi, je pense qu'il faut rester positif quand même. Okay. C'est peut-être la première voie vers une vraie discussion entre des orthodoxes et des moins orthodoxes. Je dis pas qui a tort, qui a raison. Les deux ont leur carte à jouer. Alain Madelin, pour refermer le sujet. Ouais, je suis pas certain que ça soit un grand progrès de créer un budget européen plus fort et de créer des impôts européens quand on voit la façon dont c'est dépensé et au fond une commission de Bruxelles, un Parlement européen qui va vous dire mais alors, il faut le dépenser de telle et telle façon, etc., de tel et tel truc. Enfin, on arrive à des absurdités. Chez moi, en Bretagne, j'ai la Commission européenne qui s'occupe sur mes terres de faire des frayères pour Brochet, je pourrais me passer de l'Europe pour que nous décidions en France pas un sujet de ce genre de choses. Donc je ne considère pas que ça soit forcément un progrès. Voilà. On est bien content en tout cas d'avoir l'euro en ce moment parce que notre capacité d'emprunt, si l'euro n'était... D'ailleurs, vous avez vu que Marine Le Pen commence à prendre ses distances avec la sortie de l'euro. C'est beaucoup moins d'actualité. Il est content d'avoir sa retraite. Benjamin Corria, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de Sciences Éco à Paris 13, vous avez été un peu ralenti par les embouteillages parisiens, mais vous êtes avec nous, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous venez de publier La pandémie, l'anthropocène et le bien commun aux éditions Les Liens qui libèrent. L'anthropocène est un mot qui est assez peu courant dans la langue française. Vous l'entendez par dérèglement de la planète ? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au sens technique, c'est le moment de l'ère géologique dans laquelle on est, dans laquelle, on va dire, l'activité, l'industrie humaine a déclenché des forces telles que les dynamiques naturelles, si on peut dire, géologiques, sont perturbées. Et l'expression... concentré de ça, c'est le dérèglement climatique. Alors, je vais vous faire un petit exercice. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu. Ah, vous l'avez reçu ? Je crois. Non ? Je ne sais pas, je croyais qu'il sortait le 15 octobre. Alors, j'en ai 2 par jour. Donc, bon, un petit pitch sur l'idée que vous voulez défendre au travers de cet ouvrage que vous signez. Oui, écoutez, il y a 3 thèses que je vais énoncer très brièvement. Première thèse, c'est l'anthropocène, c'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est aussi les pandémies. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé pendant 10 ans à la NRS, donc je connais un peu ces sujets. Et donc je pense que tout ce qu'on a dit sur le rôle des déforestations dans la libération des virus et tout ça, c'est à prendre très au sérieux. Ah, vous le prenez très au sérieux. Ah oui, d'accord. Donc c'est la première thèse. Deuxième thèse, du coup, la question de la protection des grands biens communs naturels devient essentiel. Bon, donc il y a tout un développement. Donc l'air, l'eau. Surtout les forêts. Les forêts, la destruction de la biodiversité, c'est un élément important dans la libération des virus, parce que en situation de biodiversité, il y a une espèce de containment naturel, si je peux dire. Bon, donc il y a toute une série de choses sur
il faut revenir à la question des grands biens communs et comment on les gère. Et puis une troisième chose, alors disons ça c'est pour l'amont, c'est pour empêcher que ça se développe. Et puis sur l'aval, c'est quels sont les systèmes qui peuvent permettre de faire face aux dégâts, notamment la santé publique, puisque ça va être l'un des sujets. Et donc là, c'est l'idée qu'il faut refonder le service public sur une autre base, différente, pour assurer un accès qui soit véritablement universel. Voilà, c'est ça les trois thèses. Quand vous dites refonder le service public, vous pensez à quoi? Parce que on sait qu'on a je pense au service public progrès en termes de fonctionnement qui peuvent être opérés. Mais... Oui, non, je pense au service public de santé, particulier, dans lequel la distribution territoriale est entièrement à revoir, dans laquelle les inégalités du fait de la possibilité d'accéder au secteur 2 ou pas sont extrêmement grandes. Voilà, c'est un peu ces sujets-là. Je vous attendais, Benjamin Cordia, pour ouvrir ce sujet que j'avais mis en une de l'émission sur le rapport du Conseil d'analyse économique qui est publié, signé Camille Landais. Alors, il apporte un élément supplémentaire dans le débat qui va d'ailleurs sans doute un peu rendre électrique la discussion.